messieurs, je suis ravie de vous retrouver pour décrypter ensemble l'actualité internationale de la semaine qui s'achève. L'Afrique a posé les fondations d'une zone de libre-échange. Sur les 55 États que compte le continent noir, 40 ont signé mercredi dernier à Kigali au Rwanda un traité qui crée le plus grand marché commun africain. Pour autant, tout n'est pas que rose. La veille de la signature du dit traité, le Nigeria, deuxième puissance économique africaine, s'est désisté. Brexit. Londres et Bruxelles ont finalement trouvé un accord sur une période précise. Sur la pression des hommes d'affaires britanniques, le Premier ministre Theresa May aurait abandonné toutes ses revendications et a même finalement accepté toutes les conditions de l'Union européenne. Dans cette édition d'un tour dans le monde, gros plan sur les politiques migratoires. Voilà pour le menu. La suite, c'est tout de suite, juste après, un tour dans le monde. Le président camerounais Paul Biya vient d'effectuer une visite d'État en Chine avec pour point d'orgue sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping. Les deux hommes d'État ont magnifié la coopération sino-camerounaise qui va s'intensifier ces dernières années au Cameroun. Les investissements chinois auraient dépassé les 1 000 milliards de francs CFA. Sur le retour de cette visite, Yves-Marc Medjo, envoyé spécial de la CRTV. Dans l'amitié et en toute confiance, Paul Biya du Cameroun fait son entrée dans l'enceinte du mythique palais de l'Assemblée du peuple qui a vu défiler des dizaines et des dizaines de dirigeants du monde entier. Le chef de l'État camerounais vient ce mardi 22 mars 2018 à la rencontre d'un ami de son pays et de son peuple, Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. C'est la première visite officielle d'un chef d'État étranger depuis le début de l'année 2018. C'est également le premier contact des dirigeants de la classe politique chinoise depuis les 2 sessions de leur Assemblée populaire nationale qui a débouché sur une recomposition en profondeur de l'establishment politique du pays. La relation sino-camerounaise s'est toujours voulue décomplexée, pragmatique et empreinte de respect mutuel. Et voilà près d'un demi-siècle que ça dure. Avec la plus grande solennité, les 2 dirigeants, accompagnés de leurs épouses, Chantal Biya pour le Cameroun et Ping Liyuan pour la Chine, vont commencer par faire davantage connaissance avec leurs délégations respectives. Côté chinois, l'on retrouve dans les rangs les membres du bureau politique du parti au pouvoir, mais également ceux du Conseil d'État. Côté camerounais, cette fois, la suite officielle du président de la République est constituée des membres du gouvernement en charge principalement des secteurs sociaux. Au rang des présences qui ne passent pas inaperçues, celle du tout nouveau ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo-Ayolo. Sous le regard attentif de la presse internationale fortement mobilisée pour la circonstance, les 2 chefs d'État sacrifient au rituel d'exécution des hymnes nationaux de leurs 2 pays. Puis, le président Biya est invité par un élément de la garde d'honneur à procéder au passage des troupes en revue. Le rituel ici est des plus réglés. Il combine à la fois la solennité et la discipline militaire. Dans l'une des extrémités de la prestigieuse enceinte, un groupe de pupilles agit déjà de leurs mains innocentes, bouquets de fleurs et drapeaux des 2 pays, impatientes qu'elles sont d'apporter leur touche particulière à un cérémonial déjà très relevé. Au son d'un air bien connu du peuple camerounais, va de l'avant Paul Biya, les 2 présidents se retirent dans une salle attenante pour leurs premiers entretiens. D'abord élargis à leurs suites respectives, ces entretiens vont se prolonger à huis clos. Les prises de parole des 2 présidents donneront à chacun l'opportunité de se réjouir de cette longue amitié qui a été jusque-là très bénéfique à leur peuple. Le 3e tableau de cette première journée de la visite d'État de Paul et Chantal Biya en Chine est celui de la première moisson. Sous le regard bienveillant des 2 présidents,
Le ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Meh, et divers représentants de la partie chinoise procèdent à la signature de nouveaux accords de coopération entre les deux pays. Ceux-ci touchent à la fois les infrastructures, les ressources humaines et les capacités de production de notre pays. Fort de ces nouveaux acquis, les deux chefs d'État peuvent alors prendre la direction de la salle des banquets où un dîner d'État est offert à l'honneur du couple présidentiel camerounais. Et d'un bout à l'autre de ce séjour de Paul et Chantal Biya au palais de l'Assemblée du peuple chinois, toujours les mêmes égards, toujours les mêmes attentions. Les parlementaires des pays du groupe ACP étaient cette semaine en conclave en Belgique, à Bruxelles. Il s'est agi de relancer la négociation avec l'Union européenne sur la période post-Cotonou. L'enjeu est de réorienter l'accord de Cotonou et de redéfinir la coopération avec l'Union européenne. Pour les pays ACP, il s'agit d'axer cette coopération sur le développement et non sur le commerce. Le compte rendu de cette actualité, Séverin Alega Mbele. On en parle maintenant dans le cadre de la session inaugurale de la mandature du Cameroun à l'Assemblée parlementaire des ACP. On en reparlera davantage dès le mois d'août prochain lorsque les négociations entre l'Union européenne et le groupe des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique vont véritablement commencer. Nous avons quand même la chance de discuter directement avec notre premier partenaire économique. Donc pour moi, renouveler l'accord, il faut le renouveler, mais l'adapter aux réalités actuelles. Que je dis, les ACP ont changé, l'Europe aussi a changé. Il y a d'autres problématiques qui sont arrivées, le climat. Côté européen, les schémas possibles sont connus. Un des éléments importants, c'est qu'on ira sans doute vers une pilarisation, vers une spécialisation plus grande à l'intérieur de l'accord. Vous savez qu'il y a aussi un débat. Certains pensent que ce serait peut-être bien de faire non plus un accord ACP-Union européenne, mais de faire peut-être un accord Afrique-Union européenne. Le Cameroun, au cours de son mandat de 2 ans, va vivre en tant qu'acteur premier les négociations sur l'accord post-Cotonou. En même temps, il doit travailler pour la suivi de l'Assemblée parlementaire et le secrétariat général ACP à travers la recherche des financements appropriés. La réflexion a conduit le secrétariat à proposer la mise sur pied d'un fonds fiduciaire qui permettra, n'est-ce pas, à temps de pouvoir financer les activités du groupe ACP. Certains pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Guinée équatoriale ont déjà commencé à contribuer à ce fonds fiduciaire. Dans sa posture actuelle, le Cameroun dispose d'un moyen efficace pour poser sa marque sur la scène internationale. Cette semaine, en Algérie, les ONG ont dénoncé de nouvelles expulsions des migrants subsahariens dans le désert. Entre chassés-croisés des candidats à l'exil et migrants désenchantés, on ne sait plus où donner de la tête. Pour évoquer les enjeux et les défis liés aux politiques migratoires et au statut de réfugié, je reçois M. Bouana Louis Michel. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous êtes expert des questions migratoires. Est-ce qu'il y aurait d'autres casquettes de vous? Je suis un ancien fonctionnaire international du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, où j'ai travaillé pendant près de 25 ans à différents postes de responsabilité, dont le plus élevé a été celui de représentant au Gabon de 2010 à 2013. Voilà, cela signifie que dans votre longue et riche carrière, vous avez eu à vous frotter aux réfugiés. Dites-nous quels sont les bons souvenirs. Les bons souvenirs ne me paraissent pas être des factuels, mais je dirais plutôt un sentiment général au terme de mes services, oui, qui est plutôt ce sentiment de fierté d'avoir été au service du genre humain dans toutes ses composantes, etc. Et au fond, la relativité que cela m'a
apporter, de voir les choses non plus de manière absolue, mais de manière relative, d'une part, et d'autre part, probablement l'esprit de tolérance, qui est l'une des choses également très importantes que j'ai apprises. Parce que quand on est confiné dans notre pays, au Cameroun, etc., on a l'impression que les choses et les valeurs qui sont vraies au Cameroun sont universelles, alors que malheureusement, elles ne le sont pas. Donc l'esprit de tolérance, la relativité dans des situations qui se présentent, et peut-être également cette reconnaissance d'avoir eu l'opportunité d'être au service du genre humain, de l'espèce humaine. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours fui sa région lorsqu'il se sent en difficulté. En style maintenant télégraphique, de quelle façon, quels sont les facteurs de mobilité des migrants? Quand vous dites que l'homme a toujours fui, vous touchez là, peut-être de manière consciente ou inconsciente, mais très fondamentale, l'essence même de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui consacre en ses articles 13 et 14, l'article 13, le droit d'asile, qui est consacré donc pour toute personne de demander l'asile lorsque cette personne subit des persécutions dans un pays tiers, et l'article 14 qui consacre la libre circulation des personnes. Donc cela veut dire que les problèmes migratoires ne datent pas d'aujourd'hui et sont reconnus en matière de droit international, parce que la Déclaration des droits de l'homme est devenue un instrument de droit coutumier international. Donc oui, effectivement, on a toujours le phénomène migratoire ne date pas d'aujourd'hui. Et quels sont donc les facteurs? Les facteurs sont de plusieurs ordres. Vous avez des facteurs, l'un des principaux facteurs dans le contexte actuel, c'est la recherche d'un mieux-être qui pousse donc les gens, les jeunes, essentiellement à partir d'un pays pour aller dans un autre pays où, pensent-ils, ils vont avoir un meilleur devenir. Mais plus important, qui sont aussi les causes, il y a les guerres, il y a les conflits, il y a des catastrophes naturelles, il y a les persécutions, les violations de droits de l'homme, les violences. On peut catégoriser ça de manière, on peut dire de trois manières, c'est-à-dire donc les conflits, et vous avez les violations de droits de l'homme et vous avez les persécutions. Donc tout ça sont des facteurs de causalité de migration, et notamment donc les problèmes de recherche d'un mieux-être. Il existe une organisation internationale de migration, mais on n'entend pas beaucoup parler de cette organisation. Quels sont ses faits d'âme? L'OIM intervient essentiellement, bien entendu, pour les problèmes migratoires, comme son acronyme l'indique. Et l'OIM travaille en étroite collaboration avec le HCR, qui ont d'ailleurs, les deux organisations ont un partenariat au niveau de leur siège à Genève. Et ce partenariat sert de cadre de référence pour les différents pays où se trouvent donc les deux organisations qui travaillent de manière conjointe dans les problèmes logistiques, les problèmes de transport, les problèmes de rapatriement des migrants ou des réfugiés, etc., les problèmes d'identification et tout ça. On a comme l'impression que l'OIM est quelque peu dépassé. Ces dernières années, on assiste à une arrivée massive des populations africaines en Europe et on parle de crise migratoire. Est-ce que vous comprenez l'attitude de la gestion de cette crise par l'Occident? D'abord, peut-être qu'il faut cadrer les choses. Je ne pense pas que l'OIM soit timide ou dépassé. Non, l'OIM, je vous assure, dans d'autres opérations, l'OIM est présente et dans certaines absente. Peut-être, ça dépend s'ils n'ont pas d'accord avec le pays, parce que les organisations internationales ne viennent pas comme une génération spontanée. C'est à l'occasion de l'appel du gouvernement et l'établissement d'un protocole d'accord, etc., qui définit les obligations et les devoirs de chaque partie. Alors, pour revenir à votre question sur l'Occident, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, parce que ces pays ont été impliqués dans l'élaboration
par exemple, de l'établissement du HCR en 1950, qui est une organisation qui a été conçue et pensée pour justement s'occuper des problèmes des réfugiés au terme de la Deuxième Guerre mondiale. La Convention de 1951, qui est la Bible même de ces problèmes migratoires et tout ça, a été faite justement par tous ces pays européens, etc., qui aujourd'hui sont assez timides ou manifestent carrément une espèce de, disons, d'antipathie vis-à-vis des réfugiés. Et justement, ces pays-là, on a eu dit que c'est depuis les années 60 que l'Occident a réfléchi sur des politiques migratoires. Cela signifie qu'aujourd'hui, on ne devait plus vivre à ce type de scène de refoulement pour des pays qui, par ailleurs, défendent les droits de l'homme. Vous avez parfaitement raison et je suis parfaitement d'accord avec vous, d'autant plus que la Convention de 1951, dont beaucoup de pays sont partis, a dans son article 31 le principe de non-refoulement qui recommande et impose même aux États qui sont partis à cette convention de ne pas renvoyer dans des pays où la vie de ces personnes serait en danger, soit donc dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays où la vie des personnes qui demandent l'asile et qui viennent dans ces pays serait en danger. Est-ce que cette convention-là prévoit des sanctions pour des pays qui, justement, refoulent les migrants alors que ces pays-là sont partis à la Convention? Non, ce n'est pas l'esprit de la Convention de prévoir les sanctions. Non, ce n'est pas ça son objectif. La Convention... Mais quand il n'y a pas de moyens dissuasifs, justement, on aboutit à ce type de scènes que nous vivons au quotidien. Déjà, la publicité est quelque chose... Je ne sais pas s'il y a des États qui sont contents ou qui apprécient que référence soit faite à leur politique de refoulement des réfugiés. C'est déjà une très mauvaise possibilité. Et également, il y a des situations où, par exemple, en vertu de l'article 35, le HCR a vocation à accompagner ces États et à suivre l'application et la mise en œuvre des clauses de la Convention de 1951. Et le comité exécutif est parfois le lieu où des pourparlers sont faits pour rappeler encore à tous ces pays leurs obligations. Pour rester sur l'attitude de l'Occident vis-à-vis des migrants africains, avant cela, on a vu des migrants syriens débarquer sur le sol européen, mais le refoulement ou alors l'attitude européenne était moins musclée. Quel commentaire? Je ne crois pas qu'elle était moins musclée. Les Européens ont trouvé un subterfuge qui a été, si je peux dire en termes vraiment du quartier, de refiler le bébé à la Turquie, en lui faisant miroiter son admission à moyen terme ou à long terme au sein de la communauté européenne. Donc c'est un principe bien connu. Lorsque vous avez un risque, soit vous trouvez des mesures pour le mitiger ou alors vous le sous-traitez. Et c'est ce que l'Union européenne a fait en finançant les camps des réfugiés syriens en Turquie. Donc c'est la barrière, la Turquie sert d'exutoire et de barrière pour que les Syriens n'entrent pas dans le territoire européen. Mais il n'empêche que malgré, en dépit de tous ces murs, vous savez que la Hongrie en a construite, etc. et tout, ça n'empêche pas certains Syriens de se retrouver en Europe, puisque l'Allemagne a grandement ouvert ses portes, a fait preuve de mansuétude et de générosité. Donc, certes, les pays de l'Afrique, de l'Europe centrale, excusez-moi, ont fermé leurs portes, mais il y a d'autres qui les ont acceptées. Le subterfuge que l'Union européenne a trouvé était plutôt de trouver un accord avec la Turquie pour servir d'arrêt à cette vague de réfugiés syriens. Parmi ces déplacés pour des raisons politiques, sécuritaires ou économiques, on constate qu'il y en a qui réussissent quand même à avoir le statut de réfugié. C'est le moment de savoir pour nous qui est réfugié.
En termes très simples, le réfugié par rapport à d'autres génériques comme migrants ou déplacés, le réfugié est la personne d'abord qui se trouve dans un pays autre que le sien et qui est parti pour des raisons bien fondées de persécution basées sur 5 raisons qui sont définies dans la Convention: la race, la religion, la nationalité, les considérations politiques ou l'appartenance à un groupe social donné. Ces 5 raisons, suivant la Convention de 1951. L'OUA a apporté un autre paramètre, c'est l'inclusion des catastrophes naturelles. Par exemple, ce qui s'est passé ici au Cameroun, le lac Nyos, etc. Si des gens étaient partis, par exemple, au Nigeria voisin, etc., en vertu donc de cet article qui a été rajouté par la Convention de l'OUA, ces personnes seraient éligibles au statut de réfugié. Donc le réfugié, pour me résumer, c'est une personne qui est hors de son pays, soit de résidence habituelle, ou alors son pays d'origine, pour des faits de persécution. Et persécution, c'est l'atteinte à l'intégrité physique ou morale d'une personne, qui est donc obligée, contrainte de partir, pour les 5 raisons évoquées tout à l'heure. Évoquées: race, religion, nationalité, opinion politique ou alors appartenance à un groupe social déterminé. Ou alors, la deuxième pour l'OUA, catastrophe naturelle, qui peut être étendue aux problèmes, par exemple, d'hostilité du climat, etc. Et c'est un phénomène nouveau maintenant qu'on est en train de voir et qui peut être dans les catégorisations qu'on faisait tout à l'heure, qui est également un facteur de déplacement, les considérations climatiques. Restons donc dans la clarification des concepts pour faire une différence entre un déplacé et un migrant. Un déplacé est une personne qui reste à l'intérieur de son pays, mais qui quitte son lieu de résidence habituel pour des faits également, soit de persécution, de violence, de conflit, de violation des droits de l'homme ou encore de catastrophes naturelles, mais qui reste confiné, interne, qui reste confiné dans son pays. Et le migrant? Le migrant, c'est juste un générique qu'on utilise pour montrer le mouvement d'un pays A à un pays B. Donc toutes ces personnes, qu'elles soient réfugiées, qu'elles soient... parce que le migrant qu'on appelle migrant économique, c'est celui-là qui part de son pays pour aller chercher un avenir meilleur. Si vous voulez parler de migrants dans ce contexte-là, oui, le migrant est celui-là qui part, mais pas pour des raisons de persécution. Pour un mieux-être. Qui part de sa propre volonté, alors que le réfugié est contraint de partir. Parce que si la guerre arrive ici, vous n'allez même pas poser de questions, vous êtes obligé de partir. Alors que le migrant, parfois, planifie, il vend sa maison, il fait une tontine, il prend de l'argent, il achète son billet d'avion, tente l'expérience, en va à l'étranger. Donc ça, c'est le migrant économique. Alors que le réfugié, il est contraint de partir. Voilà. Restons sur le cas des réfugiés pour parler des États qui acceptent d'accueillir des réfugiés. Cela engendre certainement des engagements qui sont lesquels? Ben, écoutez, ça, je peux dire qu'il faut voir 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui des pays qui sont partis de la Convention de 1951 ou celle de l'OUA, qui définit les obligations et les engagements des États, notamment donc la protection de ces réfugiés. Oui, de ces réfugiés, c'est-à-dire la non-application du principe de non-refoulement. C'est-à-dire que la personne qui vient chercher refuge chez vous ne doit pas être renvoyée dans un pays où sa vie serait en danger. C'est le principe de base. Donc la protection, l'acceptation de ces personnes, et on voit très souvent, c'est juste une digression, une parenthèse, on voit très souvent des pays qui renvoient des gens, etc., au motif qu'ils n'ont pas les moyens. Où ils ont immigré illégalement. Donc l'engagement d'un pays, parti de la Convention de 1951, c'est d'accueillir ces personnes et de leur accorder la protection internationale. Et surviennent ensuite les autres droits qui sont reconnus dans la Convention de 1951, c'est-à-dire le droit à l'éducation, le droit à la propriété,
le droit à la documentation, avoir le statut de réfugié, le droit éventuellement à un travail, ça dépend des pays, etc. Voilà les différents engagements. Et maintenant, pour le deuxième cas de figure, les pays qui ne sont pas partis à la Convention de 1951, c'est à ce moment-là... Ils ne sont pas obligés d'accueillir les réfugiés. Ils ne sont pas obligés, mais nous faisons souvent un plaidoyer. Quand je dis nous, le HCR, la communauté internationale, fait un plaidoyer pour que ces personnes soient acceptées. Vous qui avez donc côtoyé le camp des réfugiés, il s'est dit également que c'est dans ces camps-là qu'on recrute généralement l'ennemi ou alors des fossoyeurs de troubles qui déstabilisent le pays d'accueil. Ce qui est peut-être l'explication majeure pour laquelle certains pays n'acceptent pas d'accueillir les réfugiés. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, je crois que c'est très réducteur de le penser. Oui, ça participe aussi de peut-être cette recherche du bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est ce qu'on appelle en anglais soft target, de trouver très facilement la cible qui est celle des réfugiés. En réalité, lorsque les États sont bien organisés, les mécanismes sont mis en place pour sécuriser les camps des réfugiés lorsqu'il existe des camps, mais de plus en plus, les Nations Unies et le HCR favorisent l'installation des réfugiés au sein des communautés qui les accueillent. Vous qui êtes un expert des questions migratoires, si vous devriez conseiller les dirigeants africains aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter le déplacement massif des Africains vers l'Occident? Ça c'est une question complexe qui vraiment prend en compte beaucoup de choses. Il y a les politiques de développement, comme vous avez indiqué tout à l'heure, mais ces politiques doivent être pérennes, elles doivent être durables, elles doivent être porteuses de prospérité, c'est-à-dire susceptible de réduire le taux de chômage pour fidéliser les jeunes à l'intérieur du pays. Ça, c'est l'aspect économique. Mais il faut voir peut-être au-delà de l'aspect économique, les considérations de démocratie. Parce qu'on a beau avoir les meilleures politiques économiques qui vont fidéliser, on réduit le taux de chômage, etc. Si l'expression n'est pas libre, s'il n'y a pas la possibilité de porter librement ses opinions, les associations libres, la liberté de conscience. Si on est muselé en un mot, c'est ça. Voilà, les politiques en matière de démocratie, de promotion de la démocratie. Et je vois également un autre aspect, c'est la prévention des conflits. Parce que les conflits sont généralement, qu'ils soient au niveau microéconomique, c'est-à-dire des familles, on a vu dans beaucoup de pays qui ont occasionné des déplacements entre éleveurs et agriculteurs, par exemple. Je prends la chose la plus banale. Vous savez, il y a le problème de transhumance. Quand les animaux passent d'une région à l'autre, etc., passent par des champs, etc., ça crée des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Donc la prévention des conflits au niveau microéconomique, au niveau des ménages, des foyers, au niveau macroéconomique, au niveau sous-régional, et au niveau régional. Donc la prévention, les mécanismes d'alerte même, c'est-à-dire qu'on peut avoir des indicateurs qui vous alertent sur l'imminence de l'occurrence d'un conflit. Donc les mécanismes de prévention, le renforcement même des organismes sous-régionaux et régionaux, etc. Donc ces trois aspects, les politiques de développement, certes, comme je vous ai dit, porteuses de prospérité, la promotion de la démocratie, les problèmes de prévention de conflits, de résolution, la promotion également et le renforcement des organismes sous-régionaux et régionaux. Monsieur les problèmes législatifs, bien entendu, aussi. Voilà, nous en avons appris. Monsieur Bouana Louis-Michel, merci pour votre disponibilité. Merci pour votre invitation et je reste disponible. Merci.
Retour dans le monde, point final. Merci à vous de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous samedi prochain, juste après le journal de 12h. D'ici là, portez-vous bien et excellent week-end à tous.